Il est 23 heures, la maison est plongée dans un silence total. Ah, le moment critique par excellence. Exactement. La journée a été super longue, épuisante, et soudainement, il y a cette pensée hyper précise qui devient presque obsédante. Je la vois venir. Ouais, il reste un paquet de biscuits dans le placard de la cuisine. Et à cet instant précis, on n'est plus du tout dans la grande philosophie, tu vois. C'est clair. Toute la gestion de nos émotions internes, dont on a parlé dans nos précédentes discussions, ça vole en éclats. Là, c'est un affrontement direct, purement physique, entre notre propre biologie et l'environnement qui nous entoure. C'est vraiment la limite absolue de l'introspection, cet affrontement de 23 heures. Ouais, parce que la tentation, elle est posée là, juste sous notre nez. Tout à fait. Comprendre pourquoi on veut fuir un inconfort intérieur, c'est bien, c'est même fondamental. Mais au moment précis où ta main se tend vers la porte du placard, ton cerveau rationnel a déjà complètement perdu le contrôle. Il est éteint, en fait. Exactement. L'évolution humaine ne nous a absolument pas programmés pour résister à une source de calories hyper facile d'accès, surtout après une journée de stress. La biologie prend le relais direct. Ce qui nous amène du coup à une stratégie radicalement différente pour gérer cette dernière ligne de défense. Si la volonté, c'est une ressource qui s'épuise tout au long de la journée, il faut juste arrêter de s'appuyer dessus. C'est la seule solution logique. L'idée qu'on explore aujourd'hui, elle repose sur un concept d'une simplicité redoutable. C'est l'art d'ajouter volontairement de la difficulté. La fameuse friction. Ouais, c'est ça. Rendre nos pires habitudes logistiquement insupportables à réaliser. On ne se bat plus contre son propre esprit, on crée carrément une friction matérielle. Et cette friction, c'est vraiment le grain de sable dans l'engrenage de nos automatismes. Pendant très longtemps, l'industrie du développement personnel nous a vendu le mythe de la discipline de faire, tu sais ? Le fameux « quand on veut, on peut ». Voilà. Et céder, c'était vu comme une faiblesse personnelle. Sauf que les neurosciences nous montrent une image bien différente de tout ça. Comment ça fonctionne exactement dans le cerveau à ce moment-là ? En fait, notre circuit de la récompense, qui est piloté par la dopamine, il calcule en permanence. Il fait un ratio entre l'effort à fournir et la gratification obtenue. Un petit calcul mathématique interne. C'est ça, si la récompense est immédiate, genre manger un biscuit, et que l'effort est nul parce que le placard est juste à côté, l'action devient compulsive. D'accord. Mais en introduisant une barrière, même toute petite, on vient modifier cette équation mathématique dans notre tête. Et pour rendre ça extrêmement concret, pour ceux qui nous écoutent, on va parler d'une invention qui matérialise cette théorie de la façon la plus littérale possible. Ah, la fameuse boîte à cookies. C'est génial cette histoire. C'est deux gars, David Krippendorf et Ryan Tseng, qui ont inventé un objet appelé le K-Safe. À la base, ça s'appelait le Kitchen Safe. Et le principe est presque comique tellement il est basique. C'est vraiment l'outil le plus terre-à-terre qu'on puisse imaginer. Grave. C'est une grosse boîte en plastique transparent avec un couvercle qui intègre un minuteur électronique. Un minuteur qui contrôle un mécanisme de verrouillage mécanique, super basique, mais implacable. Donc, on prend notre paquet de biscuits de 23 heures, on le place dans la boîte à 20 heures, le moment où on est encore plein de bonnes résolutions, on tourne le cadran pour régler le temps, on appuie et paf, clic. Les loquets s'enclenchent. Voilà, et à partir de là, la boîte va refuser de s'ouvrir avant que le chronomètre ne tombe à zéro. Il n'y a pas de code de secours, pas de bouton d'annulation. Le concept a même fait sensation dans l'émission d'investisseurs Shark Tank aux États-Unis. Et le succès commercial de cet objet, c'est une preuve fascinante de notre lucidité, mais par intermittence. Comment ça ? Quand une personne achète un Clicef, elle admet formellement que son cerveau de 20 heures est fondamentalement différent de son cerveau de 23 heures. C'est une belle façon de le formuler. C'est ce qu'on appelle en psychologie comportementale un pacte d'effort. On prend une décision contraignante dans un moment de clarté rationnelle. Le but, c'est de neutraliser les pulsions d'un futur nous qui sera, lui, sous l'emprise de la fatigue ou du besoin de sucre. Mais là, moi, j'ai une objection super évidente qui me saute aux yeux quand on parle de ça. Vas-y, je t'écoute. Je suis une adulte. Si à 23h15, je suis en pleine crise de besoin de sucre, mon cerveau reptilien, il veut ses biscuits. Et cette boîte, c'est juste du plastique. C'est pas un bunker, c'est clair. C'est pas le coffre-fort de la Banque de France. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller chercher un marteau dans la boîte à outils ou même juste de lâcher la boîte sur le carrelage pour l'exploser et récupérer mes biscuits ? C'est la réaction typique. Bah oui, ça semble presque absurde de confier toute sa discipline à un bout de plastique qu'on peut détruire en 2 secondes. Et pourtant, ton objection, elle touche au cœur même de la mécanique de la friction. L'objectif du K-Safe, c'est absolument pas de résister à une attaque au marteau. Alors, c'est quoi le but réel ? L'objectif, c'est juste d'interrompre la séquence neurologique de l'impulsion. En fait, quand l'envie de sucre te frappe, c'est ton amygdale qui s'active.
Elle réclame une satisfaction instantanée. Ok. À ce moment précis, l'action d'ouvrir le placard et de manger le biscuit, ça demande une fraction de seconde et surtout zéro réflexion. C'est un automatisme. Exactement. Mais le fait de te retrouver face à une boîte verrouillée, ça introduit un délai d'environ 20 à 30 secondes dans ce processus. C'est le temps nécessaire pour que la rationalité revienne dans la pièce, en gros. C'est exactement le temps nécessaire pour que le cortex préfrontal, la partie qui gère la logique et les conséquences à long terme, reprenne le dessus sur l'amygdale. Ah, je vois. Parce que aller chercher un marteau, ça implique de descendre à la cave, d'allumer la lumière, de faire un bruit énorme qui va réveiller tout le monde, et de détruire sciemment un objet que tu as payé de ta poche. Du coup, le fameux ratio effort-récompense dont tu parlais, il s'effondre. Totalement. Le cerveau évalue cette nouvelle logistique, il constate l'ampleur de l'effort physique et cognitif, et la pulsion finit souvent par s'éteindre d'elle-même. C'est fou. C'est un peu la métaphore d'Ulysse qui demande à son équipage de l'attacher au mât du navire avant d'entendre le chant des sirènes. Il sait qu'il va devenir fou. Belle analogie, ouais. Sauf qu'ici, les cordes, c'est un minuteur numérique et le chant des sirènes, c'est un paquet d'Oreo, quoi. Exactement. Donc la friction physique, ça fonctionne redoutablement bien parce qu'on est des êtres matériels. Mais si ces barrières physiques nous protègent de nos placards, il y a quand même une faille béante. Nos téléphones. Ouais, nos écrans. Comment on gère des environnements où, par définition, la friction n'existe pas? Là, le passage de l'environnement physique au numérique, ça change complètement les règles du jeu. Le monde matériel a des limites inhérentes, comme la distance, la gravité, la solidité. Le plastique de la boîte à cookies. Voilà. Alors que le monde numérique, lui, il a été conçu avec un seul objectif industriel, l'éradication totale de la moindre friction. Bah oui, le défilement infini, le lancement automatique de l'épisode suivant sur les plateformes de vidéo, les paiements en un clic. Tout est fluide. Tout ça, c'est pas arrivé par hasard. C'est des armées d'ingénieurs et des milliards de dollars de recherche pour que l'action s'exécute avant même qu'on ait le temps d'y penser. C'est pensé pour contourner notre cortex préfrontal. Du coup, essayer de lutter contre ces algorithmes juste avec de la volonté, c'est comme essayer de retenir de l'eau avec ses doigts. Ça va glisser inévitablement. C'est peine perdue. Donc, ajouter de la friction ici, ça reviendrait à geler cette eau pour pouvoir la saisir. Et pour geler cette eau, il n'y a qu'une seule solution. Il faut utiliser la logique même de la machine contre elle-même. C'est-à-dire, Puisque les interfaces nous privent de notre fameux délai de réflexion, la parade, c'est de réintroduire artificiellement cette friction via des moyens logiciels. des logiciels pour bloquer des logiciels? Exactement, c'est le développement d'outils numériques dont l'unique fonction est de nous empêcher d'utiliser d'autres outils. C'est un peu des murs porteurs informatiques. On trouve des logiciels très connus comme Self-Control, qui vont bloquer l'accès à une liste noire de sites. Les réseaux sociaux, les sites d'infos, tout ça. Ouais, pour une durée définie. Et ce qui est dingue, c'est que le blocage est conçu pour être atrocement difficile à contourner. Ah oui, c'est le but. Même si tu redémarres ton ordi, même si tu supprimes l'application, les sites restent inaccessibles jusqu'à ce que le chrono arrive à zéro. Il y a aussi Freedom qui synchronise cette privation sur tous les appareils, du téléphone jusqu'à l'ordinateur. Ces logiciels recréent vraiment de façon artificielle les murs épais d'un monastère. Mais il y a une approche que je trouve encore plus subtile qui va jouer sur des leviers émotionnels. L'application Forest. C'est ça. Le concept est d'une poésie assez inattendue pour un outil de productivité. Quand tu veux entamer une session de travail profond, disons de 45 minutes, tu ouvres l'application, tu mets le temps et une petite graine apparaît à l'écran. Une toute petite pousse verte. Ouais. Et tant que tu restes sur cet écran et que tu travailles, la graine germe et devient un arbre majestueux. Mais la règle est super cruelle. Très cruel, oui. Si tu quittes l'application juste pour aller lire un SMS ou scroller 2 secondes, le petit arbre meurt instantanément. Il te laisse un tronc tout desséché sur ta parcelle virtuelle. Et la mécanique en jeu ici, elle dépasse largement la simple interdiction technique. Ça introduit un concept d'économie comportementale très puissant, l'aversion à la perte. C'est-à-dire qu'on déteste perdre ce qu'on a commencé. Exactement. L'être humain a horreur de détruire ce qu'il a commencé à construire, même si cette construction est purement symbolique. Mais franchement, la première fois qu'on analyse ce mécanisme, on est frappé par l'absurdité du truc. C'est vrai que ça paraît fou. On vit quand même à une époque où on a besoin de télécharger une application pour nous empêcher d'utiliser nos autres applications. Mais le plus troublant, c'est qu'on puisse ressentir une véritable culpabilité à l'idée de tuer un arbre fait uniquement de pixels.
Derrière un écran de verre en plus. Le cerveau sait très bien que c'est pas une vraie plante. Et pourtant, l'hésitation avant de quitter l'écran, elle est physique. Comment on explique un truc aussi irrationnel? C'est parce que notre psychologie émotionnelle ne fonctionne pas sur de la logique pure. En fait, cet arbre virtuel, il agit comme la matérialisation d'un contrat moral que tu as passé avec toi-même. Le fameux pré-engagement. Voilà, quand tu lances le minuteur, tu fais une promesse à ton toi du futur. Et tuer l'arbre, c'est pas commettre un crime écologique numérique, c'est rompre ce contrat de façon visible et immédiate. Ah ouais, le tronc desséché devient la preuve indéniable qu'on a abandonné. C'est ça. Notre psychologie dépeste la dissonance cognitive, cette sensation désagréable d'agir contre les valeurs qu'on vient juste de se fixer. Et la prise de conscience autour de cette vulnérabilité, elle est devenue tellement énorme que même les architectes de la distraction ont dû s'adapter. Tu parles des géants de la tech. Ouais, Apple, Google, ils ont intégré ces concepts de friction de façon native maintenant. On a le temps d'arrêt ou le bien-être numérique. Au bout d'un certain temps sur une appli, l'écran devient tout gris avec une alerte. Et pour continuer, le système te force à cliquer sur « Ignorer la limite ». Et parfois, tu dois confirmer plusieurs fois, genre juste pour 15 minutes ou ignorer pour toute la journée. Cette série de validations, elle réintroduit le choix conscient. Au lieu de glisser d'une vidéo à l'autre comme un zombie numérique, l'utilisateur est brusquement réveillé. La friction nous oblige à déclarer explicitement qu'on veut perdre notre temps. C'est puissant, parce que très souvent, cette simple petite pause imposée suffit à briser l'hypnose de l'algorithme. On referme l'application, non pas parce qu'on ne peut pas l'utiliser, mais parce qu'on a dû réfléchir une seconde avant de le faire. C'est très vrai. Mais bon, si les murs numériques et physiques nous protègent de nous-mêmes, il reste quand même une faille immense dans toute cette architecture. Laquelle? L'évolution humaine. On a parlé de la friction matérielle, de la friction technologique, mais la toute dernière pièce du puzzle, c'est la friction sociale. Le regard de la tribu. Ouais, le regard des autres. Et c'est fondamental parce que l'isolement, c'est vraiment le terreau de la distraction. Pendant des centaines de milliers d'années, notre survie a dépendu de notre intégration dans le groupe. C'est codé dans nos gènes. Complètement. Le regard des autres, c'est pas juste un petit phénomène psychologique, c'est un vrai mécanisme de régulation des comportements. Quand on regarde comment on travaillait avant l'ordinateur personnel, la distraction avait un coût social énorme. Oui, ça se voyait. Lire un journal sur ton bureau ou flâner dans les couloirs avec ton café. Tout le monde te voyait. C'était flagrant. Alors que l'arrivée du travail sur écran, et pire encore, du télétravail, a rendu la procrastination totalement invisible. Aujourd'hui, derrière un écran, quelqu'un qui analyse des données financières complexes a exactement la même posture physique que quelqu'un qui regarde des vidéos de chats pendant 3 heures. C'est le drame de l'open space moderne. L'invisibilité a tué la pression sociale. L'absence de témoins a réduit le coût de l'abandon à 0. Sans le groupe pour valider ou sanctionner notre effort, on est laissé seul face à des algorithmes surentraînés. La balance est juste déséquilibrée. Et c'est là qu'une solution à fait incroyable émerge pour recréer artificiellement cet open space. Tu tombes ça à Focusmate. Oui, la plateforme Focusmate. C'est un service de visioconférence pensé spécifiquement pour la concentration. Tu te connectes, tu choisis un créneau et bam, tu te retrouves couplé avec un inconnu quelque part dans le monde. C'est très ritualisé comme approche. Très. On se dit bonjour vite fait, chacun annonce son objectif pour les 50 prochaines minutes. Ensuite, on coupe les micros, mais on laisse les caméras allumées. Et on travaille. En silence, sous le regard croisé d'une personne à des milliers de kilomètres. Il y a cette anecdote hyper marquante d'un utilisateur qui se retrouve face à Martin. L'étudiant en médecine? Ouais, un étudiant en République tchèque. Pendant que Martin potasse super sérieusement ses schémas d'anatomie, l'utilisateur, qui devait rédiger un doc complexe, ressent l'impossibilité physique d'ouvrir un onglet pour se distraire. Le fait que Martin soit là, concentré, ça verrouille l'attention de l'autre. C'est ça. Le phénomène porte même un nom, non? Ah oui, laquelle? Oui, on appelle ça le body doubling, le doublement de corps en français. C'est une technique super connue, surtout dans la gestion des troubles de l'attention. La présence silencieuse d'une personne qui partage le même engagement, ça agit comme un ancrage cognitif massif. C'est fascinant. Mais honnêtement, ça soulève aussi une vraie question philosophique, tout ça. Ah oui, laquelle? Étudiant tchèque inconnu nous surveille en silence, ça frise presque la dystopie volontaire, tu trouves pas? Je comprends complètement cette réaction. Est-ce qu'on en est vraiment réduit à utiliser la surveillance et la culpabilité comme moteurs ultimes de notre productivité? L'analyse dystopique est super tentante, c'est vrai, mais je pense qu'elle passe un peu à côté de la vraie nature de cet échange. Comment ça?
Ce qui se joue sur Focusmate, c'est pas du tout un système de surveillance carcérale, ni de la culpabilité d'ailleurs. La culpabilité, c'est un sentiment négatif lié à une faute. Là, ce mécanisme active au contraire la responsabilité tribale. Un moteur d'intégration positive, en somme. Exactement. Quand tu annonces ton objectif à voix haute à un inconnu, tu crées un pacte d'effort social synchronisé. C'est pas la peur du gendarme qui t'empêche d'ouvrir Facebook, c'est un refus viscéral d'être le maillon faible de cette micro-tribu de 2 personnes. Ah, c'est joliment dit. Tu honores le temps que l'autre te consacre en honorant le tien. C'est l'essence même de l'énergie collective, mais purifiée de toutes les interruptions classiques d'un bureau normal. Alors, quand on relie tous ces fils, la boîte verrouillée pour les cookies, l'arbre virtuel sur le téléphone, le partenaire de visio à l'autre bout du monde, une conclusion s'impose à nous. Elle est un peu dure, mais très libératrice. C'est que si la volonté échoue, c'est pas un défaut de caractère. C'est juste une erreur de stratégie. Penser qu'on peut résister indéfiniment par la simple force de l'esprit à des tentations conçues par des milliers d'ingénieurs, c'est juste nier notre fonctionnement biologique. C'est un combat perdu d'avance. La véritable autonomie, finalement, elle réside pas dans notre capacité à affronter la tempête à main nue. Elle réside dans la sagesse de construire des digues solides bien avant que la pluie ne commence à tomber. J'adore cette image. L'architecture de notre environnement dicte l'architecture de nos choix. C'est tout à fait ça. Et pour ceux qui nous écoutent, la mise en pratique de cette architecture, elle peut commencer dès aujourd'hui, de façon hyper ciblée. Il ne s'agit pas de transformer sa maison en camp militaire. Surtout pas. Il faut juste faire un audit honnête de son quotidien. Identifier la distraction unique qui parasite le plus nos journées et lui appliquer juste une couche de friction. Si le téléphone est le problème le matin, le charger dans une autre pièce la nuit. Ça introduit cette fameuse friction physique de quelques secondes. Si c'est des sites qui bloquent un projet, on met en place un pacte numérique pour 2 heures. Et si c'est l'isolement qui empêche de démarrer, on engage sa réputation avec un pacte social. Le fait d'ajouter de la difficulté, de façon paradoxale, ça rend l'action souhaitée tellement plus facile, parce que ça élimine la fatigue décisionnelle. Le choix a déjà été fait en amont. La route de la distraction est barrée. Il ne reste plus qu'un seul chemin praticable, celui de la concentration. Et quand on prend un peu de recul sur tout ça, ça ouvre une perspective assez vertigineuse sur notre gestion des ressources. C'est vrai que c'est frappant. Dans notre société, on déploie une ingéniosité incroyable pour protéger le matériel. On a des mots de passe hyper complexes pour nos banques, des alarmes sophistiquées pour nos maisons, des serrures partout. Pour protéger des choses qui, au final, sont remplaçables. Exactement. Et à l'inverse, notre ressource la plus intime, la plus précieuse et la seule qui ne se renouvellera jamais, notre temps de cerveau et notre attention, on la laisse grande ouverte. Sans aucune porte, vulnérable au moindre bip. Imaginons juste un instant ce qui se passerait si on traitait notre attention avec la même rigueur, la même sécurité acharnée que nos comptes en banque. Quelles sont toutes ces boîtes à cookies invisibles qui aspirent nos heures et qu'on devrait vraiment cadenasser d'urgence? Protéger son attention, aujourd'hui, c'est tout simplement protéger sa liberté d'action et de pensée. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.